Le guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Au-delà des designs qui font rêver, les voitures exotiques incarnent la rencontre entre les avancées techniques, le prestige et surtout l'émotion. Cette semaine au Guide de l'auto, on vous propose une émission entièrement dédiée aux voitures exotiques. Les gars, pour commencer, c'est quoi la définition d'une exotique en 2026? Question intéressante dans la mesure où, selon le manufacturier à qui tu vas t'adresser, la réponse va être très différente. Ouais. Si je peux te décrire un peu ce qu'on me disait tout récemment chez Lamborghini, le marché de la voiture exotique est un marché d'à peu près 50 000 véhicules à l'échelle planétaire annuellement. Lamborghini posséderait 20 de ce marché-là. Et ce qu'on dit chez Lamborghini, c'est qu'autant des VUS que des voitures peuvent être des exotiques. Mais évidemment, c'est la définition de Lamborghini. Est-ce qu'on considère qu'un Cullinan, c'est un véhicule exotique, qu'un Urus, c'est un véhicule exotique, qu'un Aston Martin DBX? Tu sais, bon, alors... Ça manque de rareté un peu avec les utilitaires. C'est-à-dire que ce sont des véhicules chers. Et ce qu'on dit aussi, la ligne contraste chez Lamborghini, c'est certaines Porsche 911 de très haute gamme vont se qualifier comme des exotiques, mais une 911 Carrera 2, par exemple, ou une T, ça ne le serait pas. Alors, elle est où, la ligne? Évidemment, tu vas poser la question du côté de chez Porsche, du côté de chez McLaren, on n'aura pas la même réponse à te donner. Alors, c'est à toi un peu d'évaluer quelle est ta perception de la voiture exotique. Et la mienne, c'est évidemment le fait que ce soit une voiture hyper rare, hors du commun, inaccessible aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens fortunés qui peuvent tout simplement mettre la main sur un Lamborghini Urus en location dans une entreprise privée, redonner les clés 2 mois plus tard et penser qu'ils ont mis la main sur un véhicule exotique, là. Donc, toute chose étant relative. Je pense aussi qu'il faut faire une distinction entre tout ce qui s'appelle supercar et hypercar. Parce que maintenant, c'est devenu aussi un... Quand on parle de marques vraiment, vraiment exotiques, là. D'ailleurs, chez McLaren, ils ont ça. Ils ont la Super Series, puis les voitures qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant des voitures vraiment exotiques, comme par exemple la nouvelle McLaren W1, par exemple. Donc, une diffusion qui est beaucoup plus limitée, des performances qui sont nettement plus relevées. Donc, par exemple, la nouvelle Ferrari F80 qui est calquée un peu sur la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans, la Ferrari qui gagne les 24 heures du Mans depuis les 3 dernières années, en fait. Donc, ça, c'est une voiture, une Ferrari qui se distingue véritablement des autres. Donc, ce facteur-là, la rareté, mais souvent aussi le fait qu'il y a une connexion ou un jumelage possible avec des modèles de compétition aux performances, évidemment, très, très relevées. C'est ça qui fait un petit peu aussi la différence quand on parle de supercar et de hypercar. Dans ces deux cas-là, ces voitures-là vont souvent servir de banc d'essai ou vont être dérivées de voitures qu'on a développées explicitement pour la course. Et si je regarde la nouvelle Temerario, par exemple, chez Lamborghini, bien, c'est une voiture qu'on a développée autant pour que ce soit une voiture de rue qu'une voiture de circuit, alors qu'on ne pouvait pas faire ça dans le passé, puisque l'ancienne Huracan, par exemple, était une base d'Audi R8. Alors, dessiner une voiture à partir d'une feuille blanche, comme le fait Ferrari depuis très longtemps, et de développer une bagnole sachant que ça va aussi faire de la course, ou que ça va d'abord faire de la course et ensuite se retrouver chez le concessionnaire, bien ça, pour moi, il y a un côté très exotique là-dedans. Il y a 2 écoles de pensée. On va concevoir une voiture pour la maniabilité, pour l'agrément de conduite, pour l'effet viscéral, là, si on veut. Puis aussi, l'autre école de pensée qui est qu'on met le maximum de technologie, beaucoup d'électrification, par exemple, avec des constructeurs qui vont opter pour ça. Donc, il faut choisir entre les deux. Et surtout, quand on fait ce choix-là, ça peut être dispendieux, là. Mais je te dirais qu'il y a vraiment 2 courants qui se définissent très, très fortement là, quand on parle de ces voitures d'exception. Un, tu l'as mentionné, l'aspect technologique. Quand on voit ce que Koenigsegg fait avec ses modèles, avec ses transmissions LST, avec l'apport aussi de la motorisation hybride, quand on regarde ce que Rimac fait avec une voiture purement électrique de performance absolument exceptionnelle. Donc ça, c'est un courant, si on veut, ou une philosophie ou un axe de pensée. Et d'un autre côté, tu as des voitures qui reviennent véritablement à la base. Quand on pense, par exemple, à Gordon Murray Automotive. Bon, évidemment, Gordon Murray, c'est un designer de Formule 1 très célèbre. C'est lui aussi qui a mis au point la McLaren F1, l'ancienne, avec la position de conduite centrale. Ouais. Exactement. Et qui, là, maintenant, prend un moteur V12 Cosworth atmosphérique
avec une limite de révolution démentielle, avec une boîte de vitesse manuelle et qui met tout ça dans une voiture qui est moderne de conception, mais qui garde un peu cet esprit, cette philosophie, cette connexion qui est beaucoup plus viscérale quand on parle de la conduite. Une autre voiture d'exception qui vient d'être lancée tout récemment, qui partage un peu ce même principe, c'est la Nilu 27. Alors, Nilu, c'est l'œuvre d'un designer qui s'appelle Sacha Salipanov, qui a été chez Bugatti pendant longtemps et qui a été chez plusieurs autres marques et qui a décidé de fonder sa propre marque de voitures exotiques. Et le numéro 27, c'est parce que quand il était jeune, il y avait dans sa chambre un poster de la Ferrari de Gilles Villeneuve numéro 27 et Gilles Villeneuve était son idole. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'accoler le chiffre 27 à sa voiture. Et quand tu regardes cette voiture-là, la façon, par exemple, dont les échappements sont travaillés, c'est presque organique comme forme. C'est un véritable bijou, cette voiture. Et ça s'inscrit tout à fait dans cet esprit-là de revenir aux sources, de revenir à une voiture qui ressemble aussi à celle que tu voyais aux 24 heures du Mans dans les années 60, dans les années 70, dans les grandes années. Donc ça, je pense que c'est le courant qui va se développer le plus au cours des prochaines années dans les voitures d'exception, c'est-à-dire des choses qui nous ramènent au passé, qui nous ramènent à des technologies qui donnent beaucoup plus de sensations quand tu es au volant de la voiture. Très intéressant, messieurs. Après la pause, on parle du volet québécois avec les voitures exotiques. Technologie d'assistance à la conduite, ça se module, ça se désactive, comment bien s'en servir? Ces systèmes ne sont ni parfaits ni infaillibles. Il faut prendre le temps de les apprivoiser et si vous les trouvez trop intrusifs, ajustez-les grâce au manuel du conducteur, aux paramètres de votre véhicule ou parlez-en au concessionnaire. S'ils ne fonctionnent pas adéquatement, vérifiez les capteurs. Ils peuvent être affectés par la neige et la pluie. Le Québec a une histoire avec les voitures exotiques. On peut penser à la Pléthore LC750, qui a été la vedette sur la couverture du Guide de l'Auto 2011. Mais il y a Filino, une entreprise québécoise qui est actuellement en opération. Et on reçoit aujourd'hui Antoine Bessette, son fondateur. Bonjour, bonjour. Salut! Évidemment, c'est une voiture qui fait rêver par ses lignes. Tu en es le créateur, tu en es le designer. D'abord, comment est-ce que ça a commencé le projet et où en es-tu aujourd'hui? 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, quand Ça fait même. déjà 15 ans, ça passe vite. Écoute, ça a commencé vraiment avec mon ancien banc de Formule Atlantique, que je me suis assis dedans, je me suis mis un volant, puis on a commencé à sketcher une voiture autour de cette position de conduite idéale-là. Je voulais essayer d'aller rechercher le feeling des voitures que je pilotais dans le temps et avoir la position de conduite qui est si unique des formules. Dans une voiture sédan plus traditionnelle. Fait que vraiment, les lignes sont parties de l'intérieur, puis on a bâti les châssis idéaux que je pouvais créer dans le temps pour atteindre ce que je cherchais. L'auto, elle a roulé beaucoup, beaucoup en châssis. C'est un tubulaire tout simplement au début, avant d'avoir la robe dessus. Une fois que j'avais atteint ce que je voulais, la réaction que je voulais de la voiture, mais c'est là qu'on a commencé à designer la voiture, puis ça a vraiment été sculpté. J'avais pas les talents de dessin à la main ou de 3D qu'on a actuellement. Fait que j'ai vraiment sculpté l'auto avec de la glaise, de la plasticine, du papier collant, toutes sortes de choses qui n'avaient pas d'allure au début. Puis là, on a développé après ça des techniques pour fabriquer la voiture égale, si on veut, de chaque côté, avec des techniques de laser. Puis on a vraiment recréé ce qu'il y a dans les ordinateurs aujourd'hui, mais en vrai. Puis que ça va jusqu'à ajuster nos suspensions, notre motion ratio des roues à la robe qu'il y a autour de l'auto. Ce qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui, c'est une voiture qui a été dessinée en 2011-2012, fait que ça fait quand même longtemps. Ouais. On a juste fait 3 prototypes qui ont été développés et après ça, 5 voitures que j'ai vendues. Puis on a arrêté la production de ce style de voiture-là. On a d'autres en branle qui sont en train de se faire en ce moment, mais on travaille aussi avec d'autres compagnies pour développer d'autres voitures. Ouais. C'est sûr que quand j'ai développé la Filino CB7, c'était vraiment une voiture de piste que je voulais qu'elle soit capable de faire des tours. Mon goal, là, c'était les GT3 Cup du temps. Il fallait que je les suive avec un pilote professionnel à côté. Une fois qu'on a réussi à atteindre ça, là, je suis allé vers les voitures plus légales sur route. Fait qu'on a pris cette voiture-là qui était pour la piste surtout, puis on l'a transformée tout le côté légal qui était quelque chose. Et mécaniquement, ça ressemble à quoi? Bien, mécaniquement, les CB7, c'était des V8. On a des transmissions manuelles H normales, séquentielles ou automatiques qu'on peut mettre dedans.
Notre populaire, c'est la séquentielle, c'est sûr certain, soit au bras ou au paddle shift. Tout dépendant qui conduit, on donnait souvent le paddle shift. Ça évitait les erreurs, parce que souvent, les gens, gentleman drivers, qui conduisent ces voitures-là qui sont assez agressives, là, ça a des 600-700 chevaux, avec pas beaucoup d'aide au pilotage. Quand il y avait une petite bulle qui passait au cerveau sur la piste, puis à la place de monter et descendait, bien, ça coûtait un moteur automatiquement et beaucoup de gear. OK, d'accord. Ouais. On a vraiment l'impression que la dynamique, c'est au centre de tout ce que tu fais. Jusqu'à quel point est-ce que c'est important pour toi, ce facteur-là? C'est ça qui se traduit dans tes mains et dans tes fesses quand tu conduis. Hein? Alors, c'est ça que je veux faire sentir au monde quand on conduit les véhicules, que ce soit les Feelino, que là, ça tombe une partie un peu plus agressive. On a des un peu plus smooth qui sont en train de se dessiner en ce moment. Bien, la personnalisation, c'est une facette importante pour vos clients, là, d'avoir un véhicule qui est particulier pour ce client-là. Alors, tu dois recevoir des demandes quand même assez spéciales. Là. Oui, on a reçu des demandes assez spéciales, surtout du Moyen-Orient dans le temps. J'ai reçu des commandes de je veux un tableau de bord tissé carbone, une liste d'or, une liste de carbone, une liste d'or. Il avait dépassé un peu ce qu'on était habitué de faire, mais j'ai des demandes assez étranges des fois, oui, tout à fait. Celle-là, vous ne l'avez pas livrée? Non, celle-là, j'étais un peu trop jeune encore dans le temps. L'entreprise était trop jeune, puis je ne sais même pas si aujourd'hui je serais j'ai embarqué là-dedans. Et là, tu relances Feelino. Bien, Feelino, j'ai jamais arrêté complètement Feelino. C'est tombé stand-by depuis le COVID environ. Feelino a tout le temps été en arrière de ma tête. C'est vraiment le but, c'est de créer des voitures exotiques. Mais le monde de l'exotique a changé énormément depuis 10 ans. C'est hallucinant avec les technologies qui ont apparu. Là, il y en apparaît, je ne regarde même plus le nom en dessous de la nouvelle supercar des petites compagnies, parce qu'il y a vraiment l'accès maintenant pour bâtir ça, si les moyens sont sur la table, bien sûr. Ça coûte très cher de développer ces voitures-là. Fait qu'on est en train de développer notre recette, si on veut, pour bâtir ces supercars-là avec la même qualité que les Bugatti et les Koenigsegg de ce monde, mais avec un prix très différent. Tout ça made in Laval. Oui, pour l'instant, c'est tout est made in Laval, exact. Okay. Ouais. On a une petite shop de 15 000 pieds carrés, puis on fait tout là-dedans. En tout cas, félicitations. Là, j'apprécie, c'est gentil, les gars. Très beau projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec une garantie prolongée, fini les grosses factures imprévues. Tu sais à quoi t'attendre et tu peux mieux planifier ton budget auto. Les gars, on dit souvent que les comptables, c'est les pires ennemis de la conception automobile parce qu'il faut couper en quelque part pour que les gens puissent les acheter. Pensez à la Dodge Caliber. Oui. Quand on parle de voitures exotiques, par contre, c'est un chèque en blanc, en fait, que les gens sont prêts à faire. Donc, pour moi, la voiture exotique, c'est un peu un laboratoire où est-ce qu'on est capable de développer des technologies avec ces budgets-là. Et ces technologies-là se retrouvent forcément à la fin du compte, dans les véhicules de production, on peut penser par exemple à la fibre de carbone, les systèmes d'injection qui ont été perfectionnés, mais plus récemment aussi les batteries haute densité et les systèmes hybrides qui sont arrivés là, sur le marché grâce à du développement qui avait beaucoup de budget derrière. Il y a énormément de budget dans le développement de ces voitures-là et c'est intéressant ce que tu apportes parce que quand on décide de couper un peu dans une voiture exotique, ça paraît x10. Ouais. C'est évident. Tu prends place à bord d'une voiture et il y a des petits vices de conception. Tu te dis, tu sais, la pureté, la simplicité dans une voiture exotique, c'est souvent quelque chose qu'on apprécie. Moi, je vous dis une chose. Heureusement que ces voitures-là existent. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le paysage automobile puis un océan de VUS, il n'y a pas beaucoup de voitures qui te font rêver. Et ça, c'est la mission aussi, je pense, des voitures exotiques. On a tous été jeunes à un moment donné, on a tous été ados, on a tous eu un poster d'une voiture dans notre chambre et souvent, ça a été un modèle de voiture exotique. Et donc, pour moi, c'est ces voitures qui symbolisent le progrès technologique, oui, mais aussi la vraie passion de l'automobile. C'est vraiment ces voitures-là qui incarnent tout ce volet-là de la passion. Ce qui m'amène à parler de nos coups de cœur. Hein? Gabriel, tu as écrit 2 livres sur les voitures exotiques. C'est sûr que tu as un coup de cœur que tu aimerais nous parler. Bien, écoute, je te dirais, la première voiture exotique, en fait, celle qui est considérée comme la première supercar, si on veut, de l'histoire de l'automobile, c'est la Lamborghini Miura. Ça n'a pas été la première Lamborghini qui a été produite, mais en 1962, Ferruccio Lamborghini rencontre un toréador qui s'appelle Miura, c'est son nom de famille, et il décide de donner ce nom-là à sa prochaine voiture, qui est une voiture sport, qui est la Lamborghini Miura, qui a été présentée au Salon de l'automobile de Turin en 1965.
et qui est, selon moi, une des plus belles voitures qui a jamais été créée. Moteur V12, 3,9 litres en position centrale. Pas beaucoup de puissance pour l'époque, mais 350-380 chevaux, c'était beaucoup pour l'époque, pas beaucoup aujourd'hui. Il y en a seulement 763 qui ont été produites, dont un seul Roadster. Alors pour moi, cette voiture-là, ça symbolise véritablement la naissance, si on veut, de ce créneau-là. Et je te dirais, à part la Miura qui représente véritablement la naissance, si on veut, de ce créneau, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est toutes les voitures qui ont été développées à partir de voitures de course. Alors, si tu regardes dans l'histoire du sport automobile, il y a une voiture mythique chez Porsche, c'est la 917, qui a roulé aux 24 heures du Mans. Le film Le Mans avec Steve McQueen, c'est ça que le personnage de Steve McQueen conduisait dans le film. Et dans ces années-là, il y a le comte de Rossi, de la famille des Martini-Rossi, qui a demandé à Porsche de lui construire une version homologuée pour la route de la 917 de course. Alors, ils ont construit cette voiture-là à un seul exemplaire pour cet individu-là. Et ils ont repris le même principe récemment avec la Porsche 963 RSP, et donc qui est une version homologuée pour la route de la 963 qui a gagné aux 24 heures du Mans récemment. Et les initiales RSP, c'est pour l'acheteur de cette voiture-là, c'est Roger Searle Penske. Donc, Roger Penske, le célèbre propriétaire d'écurie et propriétaire des 500 000 d'Indianapolis, aussi du circuit d'Indianapolis. Alors, c'est une voiture qui a été construite à un seul exemplaire pour lui, dans lequel ils ont même intégré un porte-gobelet machiné en 3D. Et donc, mais essentiellement, cette idée-là de prendre une voiture de course, de l'adapter pour la route et de la rendre légale pour une utilisation sur route, moi, ça me fascine. Et ça, c'est un des grands courants de ce côté-là. Je trouve ça intéressant qu'il amène ça parce que moi, c'est un peu le contraire. Dans la mesure où ce que j'aime, c'est qu'on va prendre une voiture de rue qui est déjà une voiture sport exceptionnelle, mais on va la pousser beaucoup plus loin pour la transformer en voiture exotique. Et tu me parlais évidemment de Porsche avec la 917. La naissance des exotiques chez Porsche a commencé avec la 959, au milieu des années 80. Bien, à cette même époque-là, Ferrari lançait la 288 GTO, qui était essentiellement dérivée de la Ferrari 308 à l'époque. Alors, moi, la 288 GTO, pour moi, c'est une des Ferrari les plus mythiques de l'histoire. C'est une voiture que je préfère à la F40 de beaucoup, même si la F40 a été immensément plus médiatisée et connue et probablement meilleure en piste, tout ça. Je sais que la conduite d'une 288 GTO est très, très extrémiste et pas du tout raffinée. Et bon, parce que toutes les voitures exotiques de cette époque-là, d'ailleurs, c'est catastrophique, mais ça demeure pour moi un symbole exceptionnel et une voiture qui vieillit comme le bon vin. Si je m'en viens dans le plus récent, une des voitures que je trouve magnifique, et là, c'est purement un élément de design et émotionnel, là, tu en parlais tantôt, c'est l'Aston Martin Vanquish, mais redessiné par Zagato en version Shooting Brake, qu'on a fabriqué à quelques centaines d'exemplaires. Ce sont des lignes fuyantes, mais magnifiques, et c'est très, très rare, mais c'est une vraie voiture de connaisseur en ce qui me concerne. Et ça aurait pu mal vieillir, mais au contraire, je trouve que ce sont des lignes qui, justement, passent super bien l'épreuve du temps. Pour ma part, je reviens à Koenigsegg tantôt parce qu'on en a parlé de deux manières. La première, c'est que c'est un petit constructeur, contrairement aux autres marques là, qu'on a parlé. Les gens qui achètent chez Koenigsegg connaissent très bien le produit, recherchent ce type de produit-là spécifiquement. On n'est pas trop dans la parure, on est plutôt dans la technique. Et puis, on parle de voitures comme, par exemple, la CCX ou la Regera plus récemment, qui intègrent des nouvelles technologies. Et chez Koenigsegg, si on pousse le terme développement in-house, là, à l'interne, on l'applique parce qu'à chaque fois que quelque chose ne fait pas, bien, on va développer une nouvelle pièce, des pièces de suspension, les motorisations, les transmissions, etc. Et puis, bien, avec ces véhicules-là, on est capable de développer toutes sortes de technologies. Je pense à la technologie Free Valve, par exemple, chez Koenigsegg, qu'on a travaillé dessus. C'est une technologie qui n'a pas été dans des voitures de production à grande échelle, mais l'idée d'être capable de contrôler les soupapes de manière pneumatique indépendamment, ça amène toute une autre dimension
technique. Et pour ça, moi, j'admire beaucoup les constructeurs qui font ça. Et en plus, bien, les designs chez Koenigsegg, on va dire que c'est quand même champ gauche et agréable à voir. Tu parlais de Koenigsegg. Moi, je pense, il y a une idée qui me vient en tête aussi, c'est celle de Pagani. Il y a quelques personnes qui ont importé des Pagani sur le marché canadien et il y a un fonctionnaire à Transport Canada qui a décidé que les rétroviseurs d'une Pagani n'étaient pas légaux sur le marché canadien et on a dû retourner à la table à dessin chez Pagani, remouler, refabriquer des rétroviseurs spécifiquement pour le marché canadien. Combien de Pagani se sont vendus au Canada? Probablement moins que le nombre de doigts que je possède, mais il en demeure pas moins que c'est le genre d'exercice qu'on peut faire sur une voiture comme celle-là, ce que tu pourrais certainement pas faire chez Porsche, par exemple. Exact. Alors, tu sais, suffit d'adresser le problème chez Pagani. On fabrique des voitures à la main, on les fait en petite série, et s'il faut monter le prix de 100 000 bien, on monte le prix de 100 000 et la personne va payer quand même. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup, les gars. La semaine prochaine, on parle du Hyundai Palisade.